Monsieur le professeur présent dans la salle, messieurs les assistants, madame, messieurs les assistants, chers étudiants, bonjour. Voilà, nous voilà réunis dans le cadre essentiellement d'un échange que nous aurons. Il a plu au décanat d'inviter des personnalités du monde professionnel, les activistes de droits de l'homme, les professionnels de droit, pour discuter d'une question importante qui concerne le respect des droits des personnes interpellées. Cette journée d'échange nous concerne tous de la faculté de droit et beaucoup plus les étudiants de L2 LMT ainsi que des classes montantes qui se préparent déjà à une vie professionnelle. La formation suivant le système LMT tel qu'adopté dans notre pays appelle des réformes dans le système d'enseignement. Et le LMD est envisagé comme étant un enseignement professionnalisant. C'est ainsi qu'une licence de 3 ans a été instituée, faisant une démarcation avec le système traditionnel. Et nous devons nous adapter à ce système qui nous exige de temps à autre d'organiser ce genre d'intervention de manière à mettre sur les pas l'étudiant que nous allons demain envoyer sur le terrain pratique pour exercer. Voilà qui explique la décision du décanat d'inviter le parquet, et comme nous sommes dans la circonscription de la Tchang, le parquet qui a été invité, c'est le parquet près du tribunal de grande instance de Ndjili. Dans notre ressort, nous avons le barreau près la cour d'appel de Matete, qui nous a fait plaisir d'être présent et de venir animer un thème à cette occasion. Mais parce qu'il s'agit d'une activité de respect des droits de l'homme, nous savons qu'il y a des acteurs, des personnes qui, de temps à autre, se battent pour que ces droits soient respectés, et ce sont ceux-là que nous appelons les activistes des droits de l'homme. Il nous a plu d'inviter une figure de proue dans ce domaine qui est également présent parmi nous. Mais il est important pour moi de signaler les quelques modifications particulières qu'aura connues cette journée au regard d'une circonstance sur le plan national et politique qui n'a pas permis la présence physique de certains acteurs, pourtant qui tenaient à être là présents avec nous. J'espère que vous avez suivi tous dans la voie des médias une activité qui est organisée en ce jour au Palais du Peuple sur invitation du chef de l'État. Et donc, par respect pour l'autorité suprême de notre pays, les chefs des juridictions n'avaient pas de choix que de se présenter. Mais étant donné que la programmation de nos activités était déjà faite, ils ont tenu à ce que notre programme ne soit pas perturbé, tout en promettant qu'à des prochaines occasions, qu'ils veulent, en tout cas très proches, qu'ils soient là et qu'ils échangent davantage avec nous. Cela dit, nous avons dans cette salle la présence des personnalités suivantes qui vont faire office d'orateurs de cette journée, et en même temps que je vais les présenter, je vais les inviter à monter sur le podium de manière à prendre place. Et je commencerai par le parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa, et plutôt Kinshasa Ndjili, effectivement. C'est le premier substitut qui représente le procureur. Je l'invite à se lever et à prendre place.
pour le compte du barreau métropolitain de Kinshasa-Matete, dirigé par le bâtonnier Muchembe Wembo, qui nous porte à cœur, nous avons dans cette salle le président de la commission scientifique du barreau, celui-là même qui est l'âme du barreau en termes de publication et d'échange. J'ai cité, je préfère l'appeler honoré confrère, je l'ai cité, Maître Kamura. Et pour être complet, nous sommes représentés par notre défenseur attitré. J'ai cité M. Carbone Béni, que j'invite également. Voilà les trois intervenants qui vont animer notre journée d'aujourd'hui. Nous les remercions pour avoir répondu à notre invitation. Ça nous va droit au cœur. Avec eux, nous aurons des échanges très utiles. Il s'agit essentiellement d'une journée d'échange sur une question de droit. Et je demanderai que les étudiants mettent à profit cette journée pour élucider certaines questions qui nous ont peut-être échappé ou dont on n'a pas la maîtrise. C'est une occasion qui est donnée. Et je souhaite que la journée se passe dans une ambiance louable. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'échange à l'université Révérend King. J'ai une plainte parce que le président de la République a été Veuillez accuser de réception, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est le mandat d'amener, tu me les ramènes. Maintenant, on n'a pas tout le temps. On a beaucoup de choses à faire. Amen, Loïs. Beaucoup changé. À chaque moment, vous commettez des infractions. Tu as une amie, tu es ma paix. Nous, beaucoup, c'est pas votre pays. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, avocat. Bien évidemment. Ah, mais il faut arranger votre rabat, maître. Mais, monsieur le procureur, et d'ailleurs, nous sommes devant le parquet. C'est un collectif. Ah, maître, vous n'avez pas été, je ne me reçois pas. Mais ce sont les us et coutumes du parquet. Fort malheureusement, la loi n'a pas dit si c'est alors nous devons respecter les us et coutumes. Donc nous disons que même des fois les OPJ, nous devons mettre de touches pour des fois. Non, mais quand la loi n'a pas prévu, la coutume peut prévoir. La raison pour laquelle je dis donc. Je ne vous reçois pas si vous n'avez pas de touches, maître. Merci beaucoup. Allez-y vous habiller. Place. Mettez-vous, maître. Mettez-vous. Faites des choses, c'est comme si vous, monsieur le procureur. Bon, nous également, nous sommes connus, nous sommes procureurs. Bien évidemment, c'est maître Kabouya, vous ne pouvez pas nous ignorer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, maître, au juste? Nous avons appris que notre client a été arrêté, voire même mappé. Justement, l'arrestation a toujours été brutale. Quand on arrête, on ne caresse pas une personne. Non, mais votre honneur, il a été arrêté, ça fait de cela 7 jours. Oui, ça fait 7 jours. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on va l'amener en chambre de conseil. Et un coup d'œil au dossier de notre client, s'il vous plaît. Il s'appelle? Nous voudrons compulser les dossiers. Il s'appelle Ngadiata David. Le client n'a pas passé à l'interrogatoire.
Mais justement, votre client nous a dit ici qu'il ne parlerait qu'en présence de ses avocats et on ne pouvait pas faire monsieur le autre chose. procureur, là, en dehors de violer ses droits, vous avez massacré la procédure. De quelle procédure vous faites allusion? De la procédure pénale, monsieur. Et la procédure pénale dit Vous quoi? savez très bien que vous ne pouvez placer l'inculpé sous l'état du mandat, sous les liens du mandat d'arrêt provisoire, que si vous êtes convaincu de la réunion des conditions de la mise en état de détention préventive. Et ces conditions sont bel et bien prévues aux articles 27 et 28. Et maître, s'il vous plaît, monsieur le procureur, s'il vous plaît, par Nous rapport à ces conditions, l'interrogatoire est une préalable. Non, mais, il devait passer maître, à... c'est un pouvoir discrétionnaire du parquet. On n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Là, vous avez violé ce droit. On n'a violé aucune disposition. On craignait sa fuite, c'est pourquoi on l'a mappé. Mais bien sûr, évidemment que non. Puisqu'il était à la maison, chez lui, vous l'avez trouvé à la maison. On lui a envoyé 3 invitations, il ne venait pas. Votre honneur, pour ne pas amener la procédure loin, est-ce qu'on peut voir notre client? Votre client 22. Amène-moi ces fameux délinquants là. Non mais votre honneur, la Constitution quand même, lorsqu'une personne est arrêtée, elle n'a plus de droits, monsieur le procureur. Tous ces droits sont respectés. Mais ce n'est pas de cette manière. Ne pas manger. Pas manger. Na lié na sali 5 jours na zoliaté. C'est ça qui m'a un kamba on a zomelaté, mais peut-être qu'il a gâté. Est-ce que vous étiez en contact avec votre famille? Je n'ai jamais été en contact avec lui. Mais monsieur, votre honneur, mais il doit entrer en contact avec sa famille, c'est ce qui est dit même dans la Constitution. Mais maître, je ne sais pas de quelle Constitution nous faites allusion. La Constitution, bien évidemment, parle de la famille. Vous voulez encore être en contact avec sa famille? Non, mais s'il vous plaît, il est l'acteur principal de sa famille. Comment est-ce que sa famille était nourrie pendant tous ces 5 jours? Il devait aussi se retenir à ne pas insulter le chef de l'État. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous pouvez les mapper aussi longtemps que vous n'avez pas encore les indices démontrant qu'il est coupable? Mais, maître, ces conditions sont alternatives. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas les indices sérieux de culpabilité, on ne peut pas les mapper. Et si ça foutait à craindre, on doit les mapper. En tout cas, monsieur, votre honneur, pas de problème. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre debout? Il peut se mettre... Il est sans responsable. Il a même écrit. Quand il incite le chef de l'État à la télévision, là, il n'est pas responsable. Maître, vous allez comparaître en quelle langue? Lingala. En Okoloba Lingala? Lingala. Maître, s'il vous plaît, votre assistance ici est passive. Donc, laissez les parquets instruire. Mais votre honneur, lorsque vous dites que l'assistance est passive, donc nous, en étant conseil, on doit observer notre client comme ça, sortir des choses qui pourront être retournées contre lui-même. Le caractère passif voudra que les avocats soient inoffensifs. Si vous avez besoin de plaider, vous allez plaider au tribunal. On va piquer les dossiers. Même la condition fait mention. S'il vous plaît, maître, laisse les parquets instruire. Pourquoi le balinga là? Lingat. Bakanga déjà? Non, non, tu sais que insulter le chef de l'État est une grosse infraction. Natikala jamais confié un président de la République. Jamais dans ma vie, jamais. Est-ce que vous savez au moins que si on fixait les dossiers, le tribunal va vous condamner? Mais oui. Combien de fois il n'écoute pas le français, monsieur. Maître, votre honneur, s'il vous plaît, votre assistance ici est passive. Durant l'interrogatoire, oui ou non? Bien évidemment. Alors, laisse les parquets faire son boulot. Mais il n'écoute pas le français. On peut toutefois intervenir. On va l'auditionner à Lingala. On va l'interroger à Lingala. Il y a certaines questions qui sont très techniques. Pour Nayo, le boss que d'année. Monsieur Nalobi, Ngaï, Natikala jamais confié un président de la République. Nazalaki surpris na fandi, nandaku na moni directement ba policier baye. Na ba brutalité ba kwa isinga même na se. Babandi kobetanga bakaninga basinga loboko oyo ezosala bien te parce que basinga bakanga engeleke makasi loboko ezosala bien bakaninga basinga directement yo fini président de la République yo ozokende makala na ndenge bamemaki ngai awa na kwa oyo kanisaki nde baya kokanga yo wana peba pakolo mafuta yango te na lobi
le mandat d'amener a été exécuté régulièrement. Et quand on vient arrêter une personne, déjà toi, tu es un délinquant. Parce qu'il fallait pas dire que tu mais non. Mais monsieur, votre honneur, il n'est pas délinquant. Il n'est pas parce qu'il n'y a aucun coupable. Maître, vous aurez le temps, on va fixer les dossiers. Venez, donc ça est un amigo. À l'audience, d'accord? Mais c'est avocat vont t'acheter à manger. Kandi Tombongo Alfred, je suis donc premier substitut du procureur de la République au même parquet, je cite le parquet de grande instance de Kinshasa-Njili. Alors, nonobstant le fait que le procureur est empêché, mais la matière prévue pour la journée, elle n'est pas empêchée. C'est pourquoi nous allons partager avec vous cette matière, pourvu que nous puissions, dans cet échange, chacun en ce qui le concerne, être réconforté. Il nous a été demandé de nous entretenir sur le droit de la personne arrêtée ou détenue. Le droit de la personne arrêtée ou détenue. M'inspirant ainsi, n'est-ce pas, du scénario qui venait d'être fait, puisque, comme vous le savez, le magistrat du parquet, ils ont des yeux et des oreilles très développés. Par le simple fait que nous avons ensemble suivi le scénario, il y a des éléments que j'ai suivis. Heureusement que ces éléments entrent vraiment en ligne de compte des matières qui ont été prévues pour ce matin, matières qui doivent être par nous développées. S'agissant ainsi des droits, puisqu'il y en a nombreux, le droit de la personne arrêtée ou détenue, il est vrai qu'il y en a vraiment plusieurs. Mais nous avons retenu une liste de 11 droits que nous allons échanger avec l'Assemblée ce matin. Et le premier droit donc, c'est le fait ou le droit d'être immédiatement informé des motifs de son arrestation. C'est-à-dire, une personne arrêtée doit être informée immédiatement du motif de son arrestation. Et ma méthodologie, je pense que je pourrais procéder par cette énumération. Nous allons approfondir au moment des échanges. Le deuxième droit reconnu, n'est-ce pas, à la personne arrêtée, c'est donc le fait de ne pas être arrêté pour des faits d'autrui. Bien entendu, l'infraction étant individuelle. Donc, la personne arrêtée ne peut l'être que pour des faits commis par elle-même. Si elle est arrêtée pour des faits commis par une autre personne, c'est donc une personne qui nécessite d'être relâchée. Le troisième droit, parce que le temps qui nous est imparti est vraiment minime, nous voulons y aller un peu de manière méthodologique et rapide. Le troisième droit, c'est donc le droit de ne pas être arrêté pour des faits qui ne constituent pas une infraction. Et on le dit souvent, on ne peut pas être arrêté pour une dette par exemple, ou on ne peut pas être arrêté pour des faits civils. Donc, à ce niveau, il faut vraiment qu'on insiste et qu'on se dise certaines choses, puisque je sais que je suis en train de parler aux étudiants de la faculté de droit. Nous allons beaucoup plus mettre en exergue l'adage latin qui dit « nullum crimen nulla poena sine lege ». Merci beaucoup pour ce complément. Ça signifie ceci: au moment de la commission de faits, le fait se cristallise à ce moment-là. Et ce fait doit être érigé en infraction pour permettre aux autorités judiciaires
de pouvoir poursuivre et éventuellement de pouvoir mettre en détention la personne auteur de ce fait. Si ces faits ne sont pas prévus par la loi comme étant une infraction, cela implique réciproquement que la personne auteur de ce fait ne peut pas faire l'objet d'une arrestation. Inversement, lorsque ça constitue une infraction, parce que nous recourons rapidement à l'article 27 ainsi qu'à l'article 28 du Code de procédure pénale pour voir si les conditions sont réunies pour que la personne soit mise en détention. En d'autres termes, qu'elle soit privée de liberté. Donc, la privation de la liberté n'est pas automatique. Elle s'est faite après une très longue analyse, et cette analyse a comme base la loi. Le quatrième point que nous avons prévu, c'est donc le fait pour la personne arrêtée de ne pas être détenue dans un endroit qui n'est pas sous la surveillance des autorités judiciaires. Ça signifie ceci. Lorsque la personne est arrêtée, elle ne peut être gardée qu'à des endroits désignés par la loi, lesquels endroits sont sous la surveillance de l'autorité judiciaire. Nous citons en passant les amigos, les cachots ou la prison. En dehors de ces endroits, si une personne arrêtée se fait garder ailleurs, c'est que c'est une irrégularité énoncée par la loi. Et le cinquième droit, c'est donc le droit d'entrée immédiate. Voilà le terme que la loi consacre, d'entrer immédiatement en contact avec le membre de sa famille et le droit d'entrer en contact avec ses conseils, son conseil ou ses conseils s'ils sont nombreux. C'est un droit reconnu à la personne arrêtée. Une personne arrêtée doit être en contact avec le membre de sa famille, même si elle est privée de liberté. Cette même personne doit aussi être en contact avec son avocat. Bien entendu, le sens est un peu large puisque lorsqu'on entend parler de l'avocat, le défenseur judiciaire n'est pas exclu. Pourquoi? Puisque il s'agira là du choix opéré par la personne arrêtée, de savoir si elle va tomber entre les mains d'un avocat ou d'un défenseur. Qu'il s'agisse d'un défenseur judiciaire ou d'un avocat, les autorités judiciaires ont l'obligation de mettre cette personne arrêtée en contact avec ceux-ci. Le sixième droit donc, c'est le fait ou le droit de ne pas être gardé à vue pendant plus de 48 heures. Et là, nous sommes à la police. Donc, une personne arrêtée à la police ne peut pas rester en détention au-delà de 48 heures. L'OPJ qui pourra s'évertuer à garder une personne en détention au-delà de 48 heures, cela démontre à suffisance que cet OPJ s'expose aussi, n'est-ce pas, à la conséquence que prévoit la loi. Et cette conséquence, elle est de trois ordres. Il peut s'agir d'une action pénale dirigée contre cet OPJ, puisqu'il s'agit là, bien entendu, d'une détention arbitraire. La détention qui va au-delà du temps réglementaire, ça devient une détention arbitraire. D'ailleurs, pour une petite anecdote, nous le savons tous, puisque nous regardons avec attention le match de football. Qu'est-ce qui s'est fait lorsque les 90 minutes pour un match de football sont consommées? S'il n'y a pas de temps additionnel, qu'on le veuille ou pas, le match doit être arrêté par l'arbitre. Et si l'arbitre se permet d'aller au-delà du temps réglementaire,
c'est que c'est un arbitre qui s'expose aussi à des sanctions. Nous disions tantôt que les sanctions peuvent être de 3 ordres. Sanction pénale, c'est qu'il peut aussi être arrêté, l'OPJ qui va au-delà du temps réglementaire. Il peut aussi être sanctionné disciplinairement, puisque vous le savez, tous les OPJ sont sous l'autorité et la supervision du procureur de la République, du ressort dans lequel ils agissent. Et le fait pour eux de se compromettre, en même temps, c'est une exposition qu'ils font par rapport aux prescrits de la loi. Et le troisième ordre, puisque nous disions qu'ils peuvent être sanctionnés à 3 niveaux, le troisième ordre de sanction, c'est donc une sanction civile. Lorsqu'il est sanctionné pénalement, il y aura bel et bien des dommages et intérêts alloués à la personne ainsi arrêtée de manière arbitraire, ou la personne détenue de manière arbitraire. Sans plus tarder, puisque le temps nous est imparti, nous est vraiment compté, nous passons au septième droit reconnu à une personne arrêtée. La personne arrêtée doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité, et ne peut être soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Comme le mot l'indique, donc le mot se suffit à eux-mêmes, puisqu'ils disent déjà clairement ce que la loi dit, ce que la loi prohibe et ce que la loi autorise. Lorsque la personne est arrêtée, elle doit être traitée de manière digne, puisque nous le savons tous, la vie humaine est sacrée. La vie humaine étant sacrée, même les autorités judiciaires à tous les niveaux, lorsqu'elles privent une personne de la liberté, elles ne doivent pas oublier que la vie humaine est sacrée, puisque dit-on, nul n'est au-dessus de la loi. Le droit de se défendre ou de se faire défendre par la personne de son choix. Toute personne arrêtée a le droit de se défendre. Raison pour laquelle, dans le scénario qui venait d'avoir lieu dans la salle, nous avons vu une personne qui est arrivée, elle est arrêtée et puis placée sous mandat d'arrêt provisoire, alors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une audition. C'est une entorse grave. Je dis même grave. Et le mot grave est souligné au stylo rouge, puisque la loi ne l'admet pas ainsi. La Constitution consacre le fait que toute personne a le droit de se défendre ou de se faire défendre par la personne de son choix. Alors, garder une personne en détention alors que celle-ci n'a jamais fait l'objet d'une quelconque audition, nous le disons à haute voix, c'est une entorse et les auteurs des actes pareils s'exposent à des sanctions graves. S'agissant donc du 9e droit, il y a lieu de dire ceci. Si la personne arrêtée est de sexe féminin, c'est-à-dire une femme ou une fille, cette personne ne doit pas être gardée au même endroit ou dans le même amigo que les personnes arrêtées mais de sexe opposé. C'est-à-dire, les personnes qui doivent être gardées en détention sont celles qui doivent avoir le même sexe. Si ce sont des hommes, les hommes sont gardés dans un amigo. Et si c'est une femme, elle doit être dans l'amigo où il y a des femmes. Les hommes et les femmes dans le même amigo, dans la même chambrette, c'est une prohibition de la loi. Tous ceux qui s'évertueront à le faire, ils s'exposeront à des sanctions sévères. S'agissant donc du 10e droit, pour nous le disions que la liste n'est pas exhaustive, néanmoins, s'agissant du 10e droit, il y a lieu de retenir que toutes les personnes en détention ont le droit de manger, ont le droit de boire,
puisque manger et boire, ce sont des attributs liés à la personne. Et la vie humaine étant sacrée, on ne peut donc pas priver la nourriture à une personne en détention. On ne peut pas non plus priver à une personne en détention de son droit de déguster, n'est-ce pas, ou de boire, n'est-ce pas, de se désaltérer. Le fait pour une personne ou une autorité judiciaire de le faire serait donc en même temps une exposition à des sanctions. Le 11 droit, le plus grand d'ailleurs, reconnu à la personne arrêtée. Et cette personne arrêtée, qui n'a pas perdu le caractère humain, mérite d'être traitée avec tous les sérieux possibles. Voilà donc, mesdames et messieurs, notre petite intervention que nous avions pour ce matin. Monsieur le secrétaire administratif, messieurs les doyens, mesdames et messieurs du corps académique comme du corps scientifique, nous vous remercions de nous avoir fait honneur de prendre le micro en ce jour et de nous adresser à l'assistance qui n'est pas n'importe laquelle, mais du monde scientifique, donc des étudiants de l'université Révérend Kim par les facultés de droit. Nous venons de suivre monsieur le premier substitut qui nous a proposé en quelques mots les droits qui doivent être sauvegardés ou bien respectés, non seulement devant les parquets, mais même devant les OPJ. Pour les compléter, parce que quand il a parlé, il a expliqué un peu de ce que nous pourrions aussi dire dans notre intervention. Il nous a demandé de parler de l'assistance. L'assistance devant les parquets. L'assistance de qui? Des clients, des personnes qui sont traînées devant les parquets, mais aussi devant les OPJ ou les policiers de police judiciaire. Vous avez suivi, monsieur le premier substitut, pas nécessairement pour revenir sur tout ce qu'il a dit, il a parlé qu'en cette matière, il y a des avocats, mais aussi les défenseurs judiciaires. Et donc, s'il y a assistance des personnes arrêtées ou interpellées, il n'y a pas que les avocats qui ont reçu cette mission de par la loi, mais il y en a aussi qu'on appelle les défenseurs judiciaires. Et c'est sur base de la loi organique sur les barreaux, la loi de 1968. Ainsi, le législateur a prévu dans notre pays qu'il y ait des catégories de personnes qui ont cette charge d'assister les autres au moment où ceux-ci se retrouveraient en difficulté. Qui sont en difficulté, ce sont nos concitoyens. Demain c'est vous, c'est moi peut-être, hier c'était d'autres, aujourd'hui c'est d'autres. Quand nous serons en difficulté devant les magistrats du parquet, devant les OPJ à la police nationale, devant les OPJ dans certains services de sécurité, comme à la DGM, à l'ANR, à la DEMIAP et partout ailleurs. Quand bien même il se ferait aujourd'hui que ce droit d'être assisté dans certains milieux comme dans les milieux des services de sécurité, jusqu'à ce jour, on ne permettrait peut-être pas que les détenus soient assistés de leurs conseils. Pour des raisons que seuls ces services connaissent, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Alors, nous parlerons des avocats, mais un petit mot sur les défenseurs judiciaires, parce que la loi dit que les défenseurs judiciaires, c'est des personnes qui ont reçu une
formation juridique, mais dans leur mission d'assister leurs clients ou des personnes, ils sont limités quelque part. Ils se limitent pour les parquets, c'est jusqu'au niveau du parquet de grande instance. Et devant les cours et tribunaux, c'est jusqu'au niveau du tribunal de grande instance. À la différence maintenant des avocats qui ont presque la même mission qu'avec les défenseurs judiciaires, ceux-ci sont des personnes qui ont reçu une formation académique, juridique, donc des droits, et qui peuvent assister leurs clients à tous les niveaux où ils seraient inquiétés. C'est ça la grande différence. Mais le travail qu'ils font est le même. Maintenant, les avocats, ils ont leur déontologie qu'ils doivent respecter à tout moment. Aujourd'hui, nous parlons seulement de leur assistance aux clients devant les parquets. Quelle est l'utilité, quel est le rôle qu'ils jouent à côté ou aux côtés de leurs clients? Nous venions de suivre tous la démonstration des étudiants qui sont passés ici avant nous. D'un côté, il y avait un magistrat, de l'autre côté, il y avait des avocats avec leurs clients inculpés. On a arrêté, on est allé les prendre, quand même les magistrats a stigmatisé le fait qu'il y avait 3 ou 4 invitations envoyées à l'avance, ce qui n'était pas le cas. C'est là où se trouve le travail de l'avocat. L'avocat vient, une fois qu'il est consulté ou désigné, parce que des fois il peut être désigné. Il est désigné comment? Vous avez suivi le procès qui s'est tenu dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur à Gombe. Il y avait les kidnappeurs, où grosso modo nous parlerons des brigands ou des gangsters qui étaient arrêtés, mais ces gens, avec d'autres qui sont des nécessités, qui n'ont pas de moyens de se trouver des avocats, on ne peut pas les juger sans conseil. Pourquoi on ne peut pas les juger sans conseil? Parce qu'il faut qu'il y ait des avocats ou des conseils tout court à leur côté pour leur expliquer pour quelles raisons ils sont arrêtés, de quelle manière ils peuvent se défendre, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à aux magistrats devant les questionnements qui leur seront posés. Les avocats sont là pour étudier les dossiers préalablement. Le détenu est déjà détenu ou il vient d'être invité. Quand l'avocat entre en contact avec son client, il lui pose des questions. C'est lui son premier juge. C'est l'avocat le premier magistrat de son client. Il doit comprendre les faits pour lesquels son client est poursuivi. Le client n'est pas technicien du droit. Il ne connaît pas tout. Et rassurez-vous, même le premier substitut à ma droite, si jamais il est interpellé par sa hiérarchie, il va recourir à l'avocat. Ou bien que lui-même, il est technicien du droit, il peut se défendre seul. Donc ce n'est pas seulement les gens qui ne connaissent pas le droit, mais moi qui vous parle. Les jours où je serai inquiété, je prendrai un avocat. Peut-être vous demain, on ne sait jamais. Alors celui-ci, il vient pour expliquer, quand vous allez prendre parole, voilà de quelle manière vous allez vous tenir, voilà ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire. Parce que le client peut se permettre, ou la personne devant les magistrats ou les juges peut se permettre de dire certaines choses, comme nous l'avions suivi là, qui peuvent se retourner contre lui. C'est là par manque de sagesse ou de connaissances ou de tactiques. C'est dire que l'avocat doit avoir contrôlé au préalable s'il y a eu des invitations envoyées à son client, si la détention est régulière, s'il est passé en chambre du conseil pendant une période pour régulariser sa détention. Là, c'est au cas où il est entré en contact avec son client après qu'il ait été déjà auditionné devant le parquet et il y ait passé beaucoup de temps. Il doit vérifier toute cette procédure-là.
Si la procédure n'est pas respectée, il doit la dénoncer. Il doit dénoncer devant les magistrats instructeurs. Si celui-là ne l'écoute pas, il doit dénoncer les comportements du magistrat instructeur devant sa hiérarchie. Cela, c'est pour sauvegarder les droits de la personne détenue. Ce que le premier substitut venait de nous dire, tous ces droits qu'il a énumérés là. Et la personne qui vient, on ne dit pas il vient inspecter ou il vient en inspection, il vient juste pour se rassurer que tous ces droits ont été respectés dans la procédure enclenchée par les magistrats du parquet. L'avocat ou le conseil ne viendra pas pour dire au magistrat, parce que vous n'avez pas respecté cette procédure, permettez-moi de prendre mon client et partir avec. Non. Il commettrait lui aussi ce qu'on appelle le déni de justice. Il pourrait être poursuivi pour cela. Mais il va user de toutes ses prérogatives. Ces prérogatives, l'article 19 de la Constitution de notre pays dit ceci: toute personne a droit d'être assistée. C'est d'abord un. On ne doit pas dire, c'est en réponse avec la question qui avait été posée, je pensais que le ministère public, notamment le premier substitut, allait répondre parce que c'est à lui que la question devrait être posée, pour dire non, monsieur l'avocat, monsieur le défenseur judiciaire, vous n'êtes pas habillé, veuillez vous retirer. Il n'y a pas de base juridique à ma connaissance. C'est une pratique qui s'est installée dans nos milieux judiciaires. Mais cela aussi, ça permet au conseil de se faire respecter par la personne qu'il vient assister. Parce que les magistrats savent que ce conseil, ce défenseur judiciaire ou cet avocat est parti de chez lui, de son cabinet ou de son domicile, il est venu travailler. Quand l'avocat travaille dans son ministère, il doit être habillé, c'est dire en costume professionnel. C'est ça la toge. Quand l'avocat vient et qu'il n'est pas habillé, on peut le lui rappeler par les magistrats. Il ne fait pas de mauvaise foi. Sauf si l'avocat n'a pas compris la quintessence de cette interpellation du magistrat. L'interpellation ne voudrait pas dire que le magistrat devient le chef hiérarchique de l'avocat. L'avocat n'a pas de chef hiérarchique. Il n'a que des collaborateurs. On se comprend bien. Mais le magistrat ne pourra pas aussi, devant cette difficulté-là, si le conseil n'est pas habillé ou il n'a pas la possibilité en ce moment-là de trouver son costume professionnel, de se permettre d'interroger ou d'auditionner son client sans qu'il ne soit assisté. C'est aussi la violation d'un droit. Là, on ne l'a pas souligné de l'autre côté. Donc, l'avocat, quand il vient, il va vérifier tout cela. Parce que quand la personne assistée ou la personne qui doit se faire assister ne va pas à ses côtés la personne qui doit lui garantir le bon déroulement de la procédure, il ne peut ne pas comprendre ce qu'il doit donner comme réponse. Il peut peut-être se perdre dans ces réponses qu'il va donner. C'est quelqu'un qui sait bien parler quand il est dans la rue, c'est quelqu'un qui sait bien parler quand il est à la faculté ou au référent Kim, c'est quelqu'un qui sait bien parler quand il est avec ses amis, mais une fois devant le premier substitut à mes côtés, même s'il n'est pas en toge noire, il va se perdre et il ne saura rien dire. Et quand il voit les conseils à ses côtés pour l'assister, il prend la force. Pourquoi il prend la force? Ce n'est pas que son conseil s'amène avec des armes. Non, c'est une garantie. C'est comme un enfant qui voit sa mère venir. Il a la force directement de dire, maintenant, il n'y aura rien qui va m'arriver. Parce que j'ai quelqu'un qui me protège à côté. Au lieu même de penser à Dieu, lui pense à son conseil. C'est pour dire que l'avocat n'est pas n'importe qui, même qui que ce soit, qu'il soit le ministère public, premier substitut, procureur, tout le monde recourt au service du conseil pour l'assister, oubliant qu'il y a Dieu. Donc, après Dieu, c'est vous.
les avocats de demain. Je ne refuse pas que vous serez des magistrats de demain. Alors, comme nous le disions, l'article 19 de la Constitution de notre pays garantit ce droit à toute personne de se défendre et de se faire assister d'une personne de son choix. La personne de son choix, on vous l'a dit, on ne l'a dit par le premier substitut, ce soit l'avocat, ce soit les défenseurs judiciaires. Mais dans cette mission, l'avocat a aussi des règles qu'il doit respecter. Il doit s'entretenir non seulement avec son client, la personne en détention, soit la personne interpellée, bien qu'il soit en liberté. Il doit s'entretenir également avec les magistrats ou l'instructeur du dossier à tous les niveaux. Ici, en ce qui nous concerne, nous parlons du parquet aujourd'hui. Parce que, des fois, les personnes que nous allons assister, nos clients ne disent pas généralement ou souvent la vérité. Il y a certaines vérités qu'on va découvrir devant les magistrats instructeurs. Écoutez, maître, quand j'ai auditionné votre client, voilà ce que j'ai découvert en lui. Parce que les magistrats posent des questions techniques et si la personne n'est pas apte, il se laisse faire. Même si vous êtes juriste et que vous sortez de la faculté aujourd'hui, rassurez-vous que les jours qu'on va vous arrêter, ne vous permettez pas d'y aller seul. Le premier substitut a laissé 5 minutes. Et lui, quand il instruit, il ne pose pas des questions kilométriques. Il est bref. Et voilà pourquoi il était encore bref ce matin. Quand vous allez au tribunal à l'audience, il parle quand même. Mais l'avocat parle beaucoup. Pour faire comprendre, même si le magistrat n'avait pas compris une phrase qui était passée pendant qu'il était au téléphone, l'avocat peut reprendre cette phrase-là pendant 1001 fois et jusqu'à ce que le magistrat comprendra. Et voilà pourquoi il nous a laissé quelques 5 minutes. Et nous allons utiliser à bon escient. Merci. Alors, vous comprendrez que devant cette difficulté-là, l'avocat ou le conseil comprendra quel genre de client il a pour assister. Mais dans cette mission, l'avocat est l'auxiliaire de la justice. L'auxiliaire de la justice, il n'est pas l'auxiliaire des magistrats du parquet. Il est l'auxiliaire de la justice. Il contribue au bon fonctionnement de la justice. Pas du moins les premiers substituts à ma droite. Certains de nos magistrats en abusent un peu parce qu'il y a certains faits pour lesquels, comme on venait de nous dire, il y a des faits qui ne peuvent pas faire en sorte que la personne soit arrêtée, sinon il y aura violation de ses droits. Par exemple, en ce qui concerne des faits civils. Mais qu'est-ce que nous constatons souvent dans nos parquets, et surtout devant les OPJ, il y a des cas de violation des droits de l'homme par les arrestations arbitraires qui ne concernent que des faits purement civils. Et quand l'avocat essaie de poser la question au magistrat, mais vous ne trouvez pas, monsieur le procureur, que ces faits pour lesquels vous avez arrêté Mappé, mise en détention préventive, si les faits sont civils, le magistrat vous dit, dans l'intime conviction du parquet, et surtout que l'instruction est secrète, laissez le magistrat faire son travail et vous assistez passivement. C'est là que la question qui nous avait été posée. Non, la passivité n'est pas en cela. Sinon, on laissera les magistrats seul faire le travail. Et si on lui laisse seul faire le travail, il y aura ce qu'on n'a jamais connu. Je pense qu'on va recourir partout, dans toutes les rues, réclamer que les avocats viennent. Parce qu'ils vont aider les parquets à bien faire son travail, ils se comprendront bien dans leur langage. Et quand on constate qu'il y a des irrégularités dans la procédure,
on essaie de faire comprendre au magistrat, et si le magistrat comprend et qu'il connaît bien sa matière, il va céder. Et dans la plupart des cas, c'est là que les décors se tirent souvent. Il y a aussi certains faits aujourd'hui pour lesquels les parquets, quand bien même c'est légal, même si les faits sont établis, il y a des faits pour lesquels on ne doit pas nécessairement ordonner le mandat d'arrêt provisoire ou mettre la personne en détention préventive. C'est des faits qu'on appelle des faits bénins. Les faits bénins aujourd'hui, dans plusieurs de nos parquets, si peut-être les magistrats n'ont pas fait un rapport dans ce sens-là pour dire on peut relaxer ou on laisser la personne repartir tel qu'il était revenu dans toute sa liberté, même le procureur chef d'office peut dire, collègue, ici, je constate que ce fait ne nécessite pas de garder la personne, il faut la renvoyer. Ces faits, on constate que les faits sont établis, mais ce sont des faits bénins. Et l'avocat doit en parler, en discuter avec les magistrats instructeurs du dossier pour lui montrer qu'ici, monsieur le procureur, il n'y a pas lieu que vous puissiez retenir la personne. Et des fois, on le dit, c'est un fardeau et pour les magistrats et pour l'avocat. D'une personne devant les parquets est d'une grande importance pour garantir à la personne interpellée plutôt ou arrêtée la bonne administration de la justice ou le bon déroulement de la procédure et la mettre en confiance de manière à ce qu'il ne puisse pas croire qu'il est devant l'enfer. J'ai dit. Merci aux autorités académiques. C'est un plaisir pour moi d'être ici dans cet édifice. J'ai toujours admiré votre université, Révérend Kim. Merci pour cette invitation. Merci à tout le monde, aux assistants, aux professeurs, aux étudiants, aux étudiantes. Et merci aussi à mes prédécesseurs. Merci à Maître Tatolo pour cette invitation. Je serai un tout petit peu bref pour ne pas prendre beaucoup de temps. On nous a demandé d'intervenir sous les thèmes que vous connaissez et mon sous-thème c'est le regard de la société civile sur la question du respect des droits des personnes interpellées. Vous savez que la République démocratique du Congo est dans ses frontières de 1960, le 30 juin, un État de droit. Un État indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Vous pouvez le lire dans la Constitution, dans son article 1er, la Constitution du 18 février 2006. La question du respect des droits individuels est la plus récurrente dans notre pays et quasiment partout en Afrique. Pour ceux qui ont sillonné le monde de l'Afrique, surtout l'Afrique, un tout petit peu l'Asie, un tout petit peu l'Amérique latine, il se pose régulièrement cette question de droits individuels. Pour le cas spécifique qui est le nôtre, ce débat ne sera ni le premier, ni encore moins le tout dernier dans cette salle, parce qu'après nous, l'on continuera à parler de droits individuels dans d'autres conférences. Mais il réapparaît dans tous les auditoires de nos universités et dans le bureau de nos institutions. Et cette question s'étend jusqu'aux installations des Nations Unies à New York. Moi qui vous parle, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne sais pas si je dois me représenter encore une fois de plus. Je suis activiste défenseur des droits de l'homme. Je suis activiste pro-démocratie. Je suis l'un des cofondateurs du mouvement citoyen que vous semblerez connaître, le mouvement Filimbi, qui a œuvré depuis 2015 aux côtés du mouvement citoyen Lucha. Nous avons vraiment poussé à ce que les jeunes, les citoyens en général, puissent participer à la construction d'un État démocratique où nous devrions avoir des élections en 2016, pousser le régime de l'époque à organiser ces élections et surtout conscientiser la jeunesse à connaître ses droits qui sont liés à ses devoirs, connaître le fonctionnement des institutions de la République
Et dans ces parcours d'activistes, d'hommes libres, nous avions fait nous-mêmes l'objet de violations de droits de l'homme, où notre dignité était tout le temps bafouée, où nous étions interpellés, arrêtés tout le temps. Et cette question, comme je venais de le dire, nous a amené plutôt jusqu'à nous rendre, personnellement je me suis rendu à New York, au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour parler de droits de l'homme violés en RDC, des libertés civiles et politiques qui ont été tout le temps violées. Et s'il faudrait plutôt être dans une approche diachronique, l'on ne dira pas que la revendication des Congolais pour l'effectivité de leurs droits serait une question des années 50 ou 60. Cette problématique a des sources lointaines, plus vieilles que la plupart d'entre nous dans cet auditoire. Par ailleurs, l'on ne pourra non plus aborder la question du respect des droits individuels sans mettre en exergue leur source originelle, qui est, pour le cas de tous les pays du monde, la Constitution. Vous êtes universitaires et nombreux parmi vous sont juristes, parce qu'il s'agit ici de votre département, de votre faculté. Et nul n'est censé ignorer que l'on ne peut parler d'un état de droit dans une société s'il n'y a pas ces trois éléments importants, à savoir, premièrement, l'existence d'une constitution, une constitution qui sous-tend la séparation des pouvoirs et l'existence de droits et libertés reconnus aux citoyens. L'état de droit devrait avoir une constitution, la séparation des pouvoirs et l'existence de droits et libertés reconnus aux citoyens. Parce qu'il y a des constitutions qui consacrent même la dictature, où le respect ne sont pas reconnus, le respect des libertés des droits et des autres. Alors, approche diachronique de la lutte pour la liberté. En ma qualité de légaliste et panafricaniste de la Renaissance, il me serait condamnable de vous entretenir sur le sujet de respect des droits individuels au stade de l'instruction préjuridictionnelle sans vous injecter la sève de notre combat pour la liberté. Vous savez, depuis 1885 à ce jour, la RDC n'a jamais été conçue et voulue comme un espace étatique sur lequel vivent deux humains. De par la création de ce pays à la conférence de Berlin, nous n'avions jamais été considérés comme des hommes, excusez-moi. Ce pays est pour beaucoup dans le monde simplement un espace économique où vient puiser chaque grande puissance une part de nos richesses. Il s'est donc de constater trois moments historiques importants qui contribuent à la violation présente et perpétuelle de nos droits et libertés. Première époque, c'est l'époque coloniale sous le roi Léopold II. Sans être trop bavard sur la question, mais il est non négligeable pour nous Congolais de ne jamais omettre nos plus grandes souffrances ayant embastillé notre liberté et notre dignité. Monsieur Léopold II nous a occupés pendant près de 50 ans sans conscience humaine. Il a orchestré l'extermination de millions de Congolais pour assouvir à ses ambitions économiques et a fait couper les mains de plus de 12 millions de Congolais pour l'exploitation des caoutchoucs. Ces faits historiques ne peuvent être classés sans suite et surtout dans un moment comme celui-ci où nous parlons de droits individuels. Parce que le regard que fait la société civile, que nous essayons de faire dans cet auditoire, devrait nous ramener un tout petit peu en arrière, les 50-60 ans passés, depuis l'indépendance ou bien avant l'indépendance, jusqu'à ce jour pour avoir une certaine idée de nos droits. L'époque coloniale sous le Congo belge, c'est la deuxième partie. La colonisation belge sur le Grand Congo n'a été qu'un chapitre d'humiliation et de désintégration de notre humanité. Aucun moment, durant cette période, nous a donné une certaine fierté. Pendant la colonisation, que ce soit pendant que le roi régnait en tant que maître ou pendant que le Congo était sous le titel belge, nous n'avions jamais vécu comme des hommes dignes et libres. Nous n'avions pas de fierté d'être considérés comme des humains.
Et Lumumba le dit même dans son discours, il dit quelque part, sans la liberté, il n'y a pas d'indépendance, et sans la dignité, il n'y a pas de liberté. Quelque chose pareil. Donc nous n'étions même pas dignes. Et nous avions été frappés, tués, humiliés et ignorés simplement parce que nous étions des nègres. Lumumba le dit encore dans son discours. Le plus grand mémorable est la date du 4 janvier 1959, le jour des martyrs de l'indépendance, suivi des arrestations irrégulières de nos leaders politiques, dont le plus iconique est le déclin et la mort de Patrice Lumumba. La troisième partie, le troisième époque, c'est l'époque de la dictature de Mobutu et les plans de balkanisation. Comment pouvons-nous sérieusement aborder la question des droits individuels lorsque nous avions été bastonnés pendant plus de 30 ans dans un système politique de népotisme et clientélisme, dans un système encerclé par la danse et les chants, sous l'effet néfaste de la guerre froide? Nous en sommes sortis épuisés et perdants, donc un échec politique de haute facture. De 1997 à ce jour, les deux régimes successifs ont encore dégommé notre vouloir ardent de vivre dans un état de droit. Vous l'aurez constaté avec le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pendant son règne, il n'y avait pas de constitution. Je parle sous le contrôle des juristes que vous êtes. Il n'y avait même pas de premier ministre. Tout était fait de la manière dont on connaît. On pouvait fouetter des receveurs quand ils s'agrippaient sur des bus comme on voulait. Il n'y avait même pas un semblant de démocratie. C'était vraiment un tout petit peu une dictature. Nous avions été témoins de ces arrestations arbitraires et des crimes organisés. Mes chers compatriotes, le chemin est encore long. Abordant cette réflexion, je voudrais souligner que le droit, c'est dans la tête et non dans les textes. On ne pourra pas parler du respect des droits individuels par des simples incantations. Il faudrait impérativement une révolte, d'abord philosophique et métaphysique. Et je disais tantôt que dans notre travail en tant qu'activistes, nous avons pendant une certaine période décidé de conscientiser le Congolais et le jeune en particulier à connaître leurs droits. Parce que le droit ne devrait pas rester que dans des textes, dans la Constitution, dans les lois organiques, dans la Bible même consacre le droit. Le droit, c'est dans la tête. Il faut un sursaut patriotique, une conscience individuelle pour se dire non, non, on ne peut pas me traiter comme ça, j'ai le droit de ceci et de cela. Tant qu'on l'ignore, tant qu'on ne les consacre pas en nous-mêmes, je pense qu'on est exposé à vivre et à être traité de n'importe quelle manière, parce que dans notre subconscient, de manière philosophique et comme je disais, de manière métaphysique, nous ne connaissons pas que nous avons des droits et que nous pouvons les défendre. Le droit individuel tel que consacré dans notre loi fondamentale du 18 février 2006, qui est sur le plan philosophique notre pacte social, sont constitués en 3 catégories. Les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, les droits collectifs. Faisons une analyse croisée des 2 articles de notre Constitution pour comprendre la profondeur de la notion de droits individuels d'une part. Vous verrez que dans l'article 16 de la Constitution, il est consacré la sacralité de la vie humaine. D'autre part, dans l'article 17, il consacre la garantie de la liberté individuelle. En effet, le droit congolais étant dans la famille romano-germanique, il en va de même pour notre procédure pénale. Dans la procédure pénale en phase pré-juridictionnelle, c'est-à-dire avant le jugement, ou encore en phase juridictionnelle, moment du déroulement du procès, l'un dresse le droit individuel le plus garanti est celui de la présomption d'innocence, conformément à l'article 17, alinéa 9, qui prévaut toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à sa culpabilité, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie
par un jugement. Fort malheureusement, la société congolaise, plongée dans un profond désordre, des passants sont jubilés d'or, a désorganisé l'administration de l'État et de surcroît l'administration judiciaire. La police judiciaire, comme on le disait tantôt, qui est le bras séculier du parquet durant la phase préjuridictionnelle, est malheureusement remplie d'acteurs qui n'ont aucun esprit de loi. Je l'ai constaté un tout petit peu ici dans le procès fictif où l'on posait la question à la dame, ah, vous êtes jolie, êtes-vous mariée? Ah, Vandisa a dit, c'est de cette manière exactement que ça se passe. Où le magistrat, excusez-moi, ou même les OPJ vous traitent de manière totalement inculte de droit. C'est des personnes qui sont censées être cultivés, qui connaissent le droit, mais qui traitent des gens comme si eux-mêmes étaient vraiment innocents dans cette matière. Les citoyens sont arrêtés et très traumatisés et souvent qualifiés et jugés avant le procès, même par l'opinion nationale. L'on traumatise des gens. Moi, j'ai été arrêté 7 fois. Je fais une année à Makala. Je fais 6 mois à l'ANR, 2 fois à l'ANR. La première fois, je fais 16 jours. La deuxième fois où on m'a arrêté, je fais 1 mois. J'ai été arrêté et détenu arbitrairement au camp Tchatch par la garde présidentielle de l'époque. J'ai été même fois dans les amigos de l'ANR, plutôt de la police provinciale, dans les amigos, dans le PCRIM. Quelqu'un qui défend le droit, qui vient dans une activité sans armes blanches, d'une manière pacifique, mais que l'on arrête et que l'on amène dans les locaux de la police criminelle. On vous traite d'un criminel exactement. J'ai été arrêté et jugé, condamné pour l'infraction qu'on venait de suivre ici, outrage au chef de l'État. J'ai fait 6 mois à l'ANR pour l'outrage au chef de l'État. Et quand on m'a posé la question par l'OPJ à l'ANR, pourquoi vous insultez le chef de l'État? J'ai dit, est-ce que vous pouvez me dire quelle insulte ai-je adressée à l'endroit du chef de l'État? Il me dit, mais vous êtes en train de dire que Kabila est hors mandat, il est illégitime, il est illégal. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais on est en 2017, j'ose croire que le deuxième mandat devrait prendre fin en décembre 2016, et la Constitution dit que les élections doivent être organisées. 3 mois avant, il faut qu'il y ait la convocation du corps électoral. On est en plein glissement. Si j'ai dit que M. Kabila n'est pas légitime et il exerce son pouvoir en violation de la Constitution, ai-je insulté le chef de l'État? Et je fais 6 mois. Comme je vous l'ai dit, le constat est tel que les citoyens sont traumatisés, arrêtés, maltraités, et même jugé avant le procès. Et pour conclure, parce qu'il me reste 5 minutes, cette routine sociale frise notre ambition de construire un état de droit, et ni les acteurs politiques, ni les acteurs judiciaires se donnent la peine de réformer notre appareil judiciaire, malheureusement. Et si cet appareil judiciaire n'est pas réformé, nous ne voyons pas comment on peut sécuriser le droit des citoyens. Nous devons également savoir que tous les droits individuels gravitent autour de la sacralité de la vie humaine. Parce que la vie humaine est sacrée. L'on venait de nous dire les 11 droits des prévenus, des personnes interpellées ou arrêtées. Le droit à la nourriture. Mais si une personne ne mange pas, mais à Rokufa, il n'aura pas la conscience avec lui. Mais on prive certaines personnes interpellées, même le droit de manger. Je vous dis, je fais 3 jours sans manger. Moi, je fais 10 jours sans brosser les dents, sans me laver. Excusez-moi, mais j'étais aussi en tenue d'Adam et Ève. Pendant 10 jours, sans sous-vêtements. Je dormais à même le sol au camp Tchatch. La nourriture est venue après 3 jours d'arrestation. Mais ce n'est pas un respect à la vie humaine. La Bible dit dans les 10 commandements, le 6e commandement, tu ne tueras pas ton prochain.
C'est-à-dire la vie humaine est sacrée, même dans la Bible, même dans la Constitution. Et je disais, la sacralité de la vie, et l'État a pleinement l'obligation de garantir aux citoyens leurs droits dans toutes les phases de la procédure pénale. Et ça venait d'être dit, je ne veux pas m'attarder sur les juridismes, parce qu'il y a des juristes qui ont pris parole. Je vais plus aborder cette question de manière à nous permettre tous d'avoir un esprit ouvert et critique en tant qu'humains et citoyens. L'on se pose deux fois la question sur notre manière de procéder aux interrogatoires. On l'a vu ici. Le méthode utilisé par notre police judiciaire suscite nos rémanences de la traite négrière où on nous faisait dire et accepter ce que l'on n'avait nullement l'intention de dire et de faire. Les pires est encore constaté dans nos différents organes qui bénéficient du pouvoir de la police judiciaire à compétences restreintes, à l'occurrence l'ANR, la DGM, comme le maître venait de le dire. Ces deux administrations dont la procédure et le méthode applicable échappent au code de procédure pénale congolaise occasionnent la plus grande anarchie que nous subissons et que nous vivons quotidiennement. Alors, dites-moi, chers compatriotes, comment nos dirigeants peuvent nous rassurer de la crédibilité de notre police nationale et de l'appareil judiciaire? Quand on expose le plaidoyer aux acteurs politiques, ces derniers accusent l'appareil judiciaire d'être infesté par la corruption. Nous, quand on fait le plaidoyer, on dit aux personnes attitrées, à l'occurrence, par exemple, le président de la République. Nous l'avons rencontré dernièrement lorsqu'il a organisé ce qu'il a appelé la consultation nationale. Nous avons dit, Monsieur le Président, il faudrait réformer l'appareil judiciaire, s'assurer que la justice fonctionne de manière à ce que nous puissions avoir un état de droit, que les investisseurs se sentent sécurisés, que les citoyens se sentent vraiment à l'aise. Et le président nous a regardé et dit, oui, vous avez raison, nous allons le faire, mais vous savez, le problème c'est la corruption qui règne et tout ça. Il l'a dit en 2021, moi je lui ai posé cette question, mais je viens de le suivre lorsqu'il répondait encore un tout petit peu aux questions de la population. Vous l'avez suivi, n'est-ce pas? Le président a fustigé une fois de plus la justice. Récemment, il a parlé de magistrats, il a dit qu'il était très déçu de la qualité de magistrats que nous avons. Et il dit, mais la justice ne fonctionne pas comme il faut. Il y a la corruption. Et je pensais que, mais qu'est-ce que nous ferons, nous, qui faisons de plaidoyer auprès des politiques, l'exécutif, le pouvoir judiciaire qui est censé légiférer. Et ces mêmes pouvoirs vous disent, non, c'est l'appareil judiciaire. Bon, wapi. Ceci évoque le problème de mauvais traitement matériel, se plaignent d'être le souffre-douleur des policiers congolais. En tout cas, je vais conclure par là pour dire, je pense simplement que le problème n'est ni l'un ni l'autre. Notre problème est d'ordre éthique, teinté de manque ahurissant de patriotisme. C'est un problème d'éthique et de patriotisme. On s'est spécialisé dans la victimisation et les accusations forfaitaires pour dire l'enfer, c'est toujours l'autre. Au lieu que celui qui est censé organiser, réformer, puisse faire son travail, il va se dédouaner pour dire non, Eza Bango, Eza appareil judiciaire. Et au lieu que le magistrat fasse son travail comme il faut, il dit, moi qui suis très mal payé, pourquoi ne devrais-je pas prendre l'argent de la corruption du moment où je suis très mal payé? Et les magistrats, pour la plupart, sont très très corrompus. Et vous savez, si vous cherchez la corruption, vous allez mieux la retrouver dans le système judiciaire congolais. Et il se dédouane, il dit, mais papa, je prends l'argent, je vis ma famille, pas comment du moment où je ne suis pas bien payé. Il se dédouane à son tour. L'avocat se dédouane. Les citoyens, l'interpellé, la personne arrêtée se dédouane. Nous avons tous un tout petit peu un manque d'éthique et de patriotisme. Voilà un peu notre regard. Et nous disons, honnêtement, le sérieux est totalement absent en RDC. D'ailleurs, si l'on doit parler de vrai kidnapping,
Je crois bien que le plus grand de tous les kidnappings est celui du mot sérieux. On a kidnappé les sérieux en RDC. Il n'y a pas de sérieux dans notre pays. Et cela, je vous assure, à tous les niveaux. Et pour conclure, la lutte pour l'instauration d'un véritable état de droit ne sera jamais l'apanage des sociodémocrates, encore moins des révolutionnaires émotifs. C'est un combat, ce combat est exclusivement réservé aux panafricanistes de la Renaissance, parce qu'en ayant la conscience historique, culturelle, économique et humaine, réfléchir sans notion de l'histoire n'est que simple incantation des émotions et intentions inefficaces. Le vrai respect de droits individuels est d'abord spirituel, ensuite textuel. Notre grand problème est de ne pas avoir eu le courage de refonder notre État selon notre pensée culturelle. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons encore... La thématique est intéressante. Moi, ma question est de savoir les rôles et la responsabilité des acteurs des droits que vous êtes face à l'ignorance de la population. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du droit et la protection de la personne arrêtée. Mais aujourd'hui, il y a un article qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais nous sommes en face d'un peuple, d'une population qui semble être ignorant de la loi. L'appareil juridique qui est condamné. Mais la population là qui ignore cette loi, nous ne connaissons rien, parfois même la procédure d'arrestation. Et cette question, je l'adresse au représentant du procureur, mais aussi à l'activiste qui a parlé de la moralité. Parce que notre pays se veut à 80% un pays des croyants. Donc je me dis peut-être qu'on devait être les mieux placés à obéir les lois du pays, tout ça, ainsi de suite. Mais il semble qu'il y a une limite entre la constitution, le texte, les lois du pays et la population. Il y a l'écart en termes de contextualisation. Vous, en tant qu'activiste, comment est-ce que vous pouvez mener votre combat en incluant le système éducatif? En ancien temps, chaque matin, on nous relatait l'histoire du pays, tout ce qui était lié au patriotisme. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a vraiment l'ignorance et l'inconscience. Voilà un peu ma préoccupation. A été arbitrairement arrêté, illégalement détenu pendant plusieurs jours dans un amigo. Deux petites questions. La première, je l'adresse à monsieur le premier substitut. Puisque nous nous connaissons, nous sommes des collaborateurs et nous vous fréquentons souvent. Alors, puissiez-vous, ici dans cette salle, nous donner ou nous faire votre propre lecture? Puisque là, je viens d'apprendre que vous maîtrisez très bien tous ces droits individuels. Vous nous aviez cité, énuméré. Puissiez-vous nous dire, en âme et conscience, que vous êtes fiers de ce que vous faites dans la pratique. Donc votre lecture de ce qui se passe au parquet, la pratique. Ce que vous avez énuméré, c'est ce qui existe, mais ce qu'on vous reproche, vous êtes fiers de votre travail en tant que magistrat au parquet et de votre travail. La deuxième question s'adresse à Maître Kamoura. Non, le Maître Kamoura. Lorsque, par exemple, Sénat dit qu'un avocat doit dénoncer son client, en même temps qu'il est tenu par le secret professionnel, comment cela se passe, comment cela peut se passer dans la pratique? Vous avez même dit, l'avocat dénonce et il continue à défendre le même client, tout en sachant que le client sera arrêté. Est-ce que sur le plan moral, est-ce que cet avocat ne va pas lui-même se reprocher quelque part? Parce qu'une fois, le serment que nous prêtons, c'est de défendre les causes justes. Une fois que j'ai dénoncé, dans une autre manière, j'ai dit, je renonce aussi à assister ses clients.
Mais à vous suivre, vous dites, vous dénoncez et vous continuez à défendre la même personne. Je ne sais pas dans la pratique comment cela peut se passer. Merci. La parole, une fois de plus. En donnant les éléments de réponse, je voudrais commencer par la question du doyen. Le doyen a insisté sur les dysfonctionnements de la justice. Il a dit les arrestations, les mandats d'arrêt provisoire et qui aboutissent par les paiements de la caution. Et tout ceci soutenu bien entendu par le propos du chef de l'État qui voudrait, ou qui a fustigé, il faut le dire, notre justice congolaise. En ce qui concerne les éléments de réponse, voici ce que je voudrais dire. C'est même ce qu'il faudra vraiment retenir puisque c'est très important. Pour commencer, je dis ceci. Là où il y a le bon, ou inversement, là où il y a le mauvais, il y a aussi le bon. Mais il peut toujours arriver que les actions de bon soient englouties par les actions de mauvais. Et bien entendu, dans la vie, les bonnes actions sont beaucoup plus oubliées. Seules les mauvaises paraissent le plus rapidement possible. Ce n'était qu'une parenthèse. Voici maintenant le vrai élément de réponse. Nous avons la loi. Et cette loi, en amont, elle consacre, n'est-ce pas, à l'article 27, si je ne m'abuse pas, du Code de procédure pénale, les moyens ou les possibilités qui pourront pousser une autorité judiciaire à priver un citoyen congolais de la liberté. Premièrement, on dit il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Prenons le mot indice sérieux de culpabilité. Personnellement, j'ai toujours estimé que c'est un terme vague et globalisant en même temps. Il suffit seulement qu'un petit élément lié au fait soit à la disposition du magistrat, bien entendu en rapport avec la personne qui comparaît par devant lui, puisqu'il y a possibilité de pouvoir relier cet élément avec l'auteur. Si on disait qu'il y a un indice sérieux de culpabilité, c'est un moyen pour pousser ces magistrats à placer l'auteur sous mandat d'arrêt provisoire. Et ce n'est pas de l'arbitraire. Lorsqu'une personne est placée sous mandat d'arrêt provisoire, simplement puisqu'il y a un petit élément qui le relie au fait, au regard de la gravité de ce fait, il y a lieu que cette personne soit sous mandat d'arrêt provisoire. Je voudrais vous donner un petit exemple, puisque, bon, avec la petite expérience que j'ai, il n'y a pas vraiment de secret. On peut vraiment partager, on peut se partager sur cet exemple-là ou cette petite expérience. Une fois, j'étais en mission à l'intérieur. Une personne venait d'être tuée. Je voudrais vraiment que vous me suiviez bien. Vous verrez que le raisonnement, au niveau de la conclusion, sera cohérent, mais la conclusion ne sera pas celle-là à laquelle vous serez en train de penser. Une personne est allée à la chasse, là même à la chasse, elle a été tuée par une machette. C'est-à-dire, il y avait du sang qui gisait, qui coulait, et la personne elle-même gisait déjà à terre. Une autre personne, la deuxième, a couru vers la police pour aller dénoncer le fait. Je venais du champ, je trouvais tel à terre, il venait d'être tué, n'est-ce pas, à coups de machette. Pendant la dénonciation, suivez-moi bien, pendant la dénonciation, une troisième personne quittait la même forêt, venant dans la même direction, avec un polo blanc taché d'une matière rouge sur son polo. La première personne tuée,
la deuxième dénonciatrice et la troisième qui vient avec un polo blanc taché d'une matière rouge qui fait penser au sang. Immédiatement après la dénonciation, l'OPJ, qui a vu la troisième personne venir, a mis en détention les deux personnes. C'est-à-dire celle qui est venue dénoncer le fait et celle qui est venue avec un polo taché d'une matière ayant la couleur du sang. 3 jours après, 3 jours de détention, bien entendu, après avoir auditionné la personne, le 3e jour, il fallait qu'on transfère le dossier au parquet. Je ne sais pas si c'est par malheur ou par bonheur, je devais aussi arriver dans ce même territoire pour poser les actes en tant que magistrat. Et le dossier m'a été attribué. La première des choses à faire, j'ai libéré les dénonciateurs et j'ai gardé la troisième personne qui est venue avec un polo taché de sang. Le 5e jour, curieusement, une 4e personne est venue nous raconter le fait par rapport à tout ce qui s'était passé, puisque cette personne, la 4e, était en train de couper le noix de palme, bien entendu, au-dessus d'un palmier. Il avait vécu le fait, ni le premier qui avait dénoncé le fait, ni le deuxième qui avait, n'est-ce pas, une tache d'une matière, bien entendu, rouge, ni, donc les deux, la personne n'avait tué notre ami qui était décédé. C'est plutôt une 6e personne qui était ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais simplement dire, aujourd'hui, en tant qu'étudiant à la faculté de droit, vous apprenez que seule la preuve fait la force de la loi, n'est-ce pas? Devant l'officier de l'État, l'officier du ministère public, la personne qui venait dans la même direction, quel que soit ce qu'elle avait déclaré, ayant un polo avec une tache rouge, alors qu'une personne venait d'être tuée, alors que la présomption est aussi un mode de preuve, est-ce de l'arbitraire que de garder cette personne en détention? Point d'interrogation. Les quelques temps passés en détention, 2 ou 3, la vérité a jailli puisqu'il y a une personne qui était pratiquement témoin de tous les faits, qui est venu apporter les éléments à l'officier du ministère public que nous étions à l'époque là. Et ce sont ces éléments-là qui nous ont suffisamment éclairés, puisque le vrai coupable est passé aux aveux. Néanmoins, malgré les aveux du vrai coupable, les arrestations ont quand même eu lieu dans l'intermittence, et lesquelles arrestations ont été justifiées par le fait que les éléments de preuve disponibles pendant ce temps nous ont poussés vers ces personnes-là. Je voudrais simplement dire que la procédure judiciaire, elle est évolutive. Lorsqu'elle est évolutive, il revient à toutes les autorités, n'est-ce pas, censées dire le droit, d'abord de se référer à la loi. Puisque la loi dit, dès qu'il y a un indice, en tout cas sans embâche, il faut voir la gravité de fait. Si la fuite ne serait pas aussi à craindre, il y a lieu de placer quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire. Prenons l'hypothèse, quelqu'un qui donne la mort à une autre personne, qui arrive au parquet, et le parquet évitant, puisque nous disons entre guillemets, la vie humaine est sacrée, la personne arrive au parquet, nous disons non, bon, l'autre est déjà décédé, on ne peut plus revenir sur les faits, nous libérons quand même. Là aussi, vous verrez que les critiques iront toujours dans un sens qui ne va pas faire que la justice soit appréciée. Alors, personnellement, ça, je ne dis que ce qui m'engage, moi personnellement, en tant que magistrat, et par rapport à la petite expérience que j'ai, dès lors qu'il y a une personne déférée par devant nous et qu'à charge de cette personne, il y a des indices sérieux de culpabilité, sa fuite aussi à craindre, il y a lieu que cette personne soit sous mandat d'arrêt provisoire. Puisque le placement sous mandat d'arrêt provisoire, ce n'est pas simplement la volonté du magistrat, c'est la volonté de la loi. Mais le faire sans observer cette loi serait s'exposer.
Donc, en d'autres termes, comme je le disais d'entrée de jeu, parmi les bons, il y a aussi les meilleurs. Mais tout ce qui guide les magistrats du parquet principalement, ou tout ce qui doit guider les magistrats du parquet, c'est d'abord l'observance de la loi. Deuxièmement, je voudrais aussi aborder la question de l'assistant Peter. Lorsqu'il dit qu'il y a beaucoup d'immoralité, il y a un mur entre la loi, la Constitution et le peuple. Personnellement, je ne voudrais pas vraiment aborder la question dans ce sens-là. Le principe ici est connu. Nul n'est censé ignorer la loi. Si nous partons de ce principe-là ou de cette base-là, d'un côté et de l'autre, nous regardons en face les auteurs des infractions, est-ce qu'il y a lieu de dire que nul n'est censé ignorer la loi? Puisque d'un côté, il y a la loi, et de l'autre, il y a quand même des gens qui enfreignent cette loi. Nous sommes à la Tchango ici. C'est tout le jour qui passe qu'il y a des Koulouna qui sont arrêtés, ils sont transférés au parquet. Et parmi ces Koulouna, il y a même certains, il faudra le dire, qui sont relâchés simplement par le fait que, après l'analyse objective, le magistrat du parquet se rend compte qu'au moment de la commission de faits, certaines personnes n'ont pas été présentes alors qu'elles ont fait l'objet d'une arrestation. Et cela aussi est toujours critiqué, bien entendu, par notre population et même par certaines autorités. Ce qui est aussi curieux, c'est qu'aujourd'hui, pour devenir demain des praticiens de ce droit-là, il y a des messieurs de la rue qui n'ont jamais mis leur pied à la faculté de droit et qui sont les premiers à donner des leçons à des praticiens de droit. C'est ça qui nous met un peu mal à l'aise. Sans connaître les aboutissants, les tenants de faits, pourquoi on a mis la main sur tel, pourquoi est-ce que tel doit répondre de tel fait, on se met à critiquer. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, autour de faits qui concernent le regretté ministre honoraire là, quelles sont les versions qui manquent dans la cité? Il y a même des gens qui corrigent la version des magistrats. Alors qu'il est connu de tous qu'au niveau de la phase préjuridictionnelle, la procédure est inquisitoriale et secrète. Même si on peut avoir des éléments à charge de tel ou tel autre, on ne peut pas s'asseoir devant une caméra et commencer à dire voici tel a fait ceci, voici tel a fait cela. Mais néanmoins, il faudra le dire aussi que tout ce qui se passe par rapport aux arrestations, par rapport à la procédure, tout n'est pas toujours à déplorer et tout n'est pas toujours aussi à féliciter. C'est comme ça que je le disais, parmi le bon, il y a aussi le mauvais. Mais, comme le disait Maître, il y a lieu de pouvoir dénoncer les mauvais, puisque la sanction en elle-même, elle revêt un caractère correctionnel, puisque sans la sanction, il est par moments difficile de pouvoir pousser certaines personnes à pouvoir se corriger. Je me suis toujours souvenu de mon professeur de droit pénal spécial, paix à son âme, c'était aussi un avocat. Il m'a dit, chers amis, il le disait à l'auditoire, chers amis, par rapport au cours de droit pénal spécial, retenez 3 choses. La première, c'est la lettre A. La lettre A qui est la première lettre du mot auteur. Vous associez à cela la lettre I. Donc A plus I, la lettre I qui est la première lettre du mot infraction. Et cela, cette équation donne comme résultat la lettre S, la sanction. Ça signifie, pour des pays comme le nôtre, les pays en voie de développement, lorsqu'il y a un auteur d'une infraction, vous vous rendez compte que l'infraction est là, ne l'épargnez pas à la sanction. Et d'ailleurs, la Bible le dit aussi, si vous épargnez quelqu'un qui doit être puni, vous le dispensez de cette sanction, rassurez-vous que l'épée de Damoclès sera aussi tournée vers vous-même. Donc, à la base de tout ceci, nous avons la loi. Ce que dit la loi, certainement, c'est ce qui doit être fait. Nous le reconnaissons, il y a des mauvais aussi qui ne le font pas, mais il faut les dénoncer, puisque chacun devra répondre de ses propres faits. Et au-delà de la loi, personne. Il n'y a personne au-delà de la loi. Qu'il s'agisse d'un magistrat ou d'un OPJ, le fait
posé par tel ou tel autre langage. Il suffit seulement qu'il soit dénoncé et je crois qu'il répondra de ses propres faits. Le magistrat qui venait de me remettre le micro vous a dit, parmi les bons, il y a aussi des mauvais. Comme à côté des mauvais, il y a aussi des bons. Je ne saurais pas dire que les avocats sont des saints. Chaque partie a sa responsabilité. Je ne sais pas si M. le doyen, avec les estimés confrères qui sont dans la salle, sont membres d'un forum des avocats dénommé Barou de la RDC. S'ils sont là-dedans, je pense qu'ils connaissent ce forum-là. Les logos aujourd'hui, dans ce forum dénommé Barou, la RDC, c'est anticorruption. C'est dire qu'il y a des avocats aujourd'hui qui se sont constitués pour que partout où ils passent, ils ne puissent pas laisser un franc. Si je vais au parquet de grande instance d'Indjili et que j'ai trouvé, mais c'est le premier substitut, on se salue, c'est normal, on se dit des choses. Si ce n'est pas dans le cadre d'un dossier judiciaire traité devant leur parquet, mais s'il est en état de nécessité ou il est dans les besoins, je peux l'assister comme il peut aussi m'assister, mais pas aller corrompre pour que les faits soient transformés. Les efforts sont en train d'être menés de tous côtés. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un mois et demi ou un mois, j'ai obtenu un jugement au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et j'ai apprécié ces magistrats-là. Contre toute attente, c'était un dossier volumineux, il n'a pas pris 6 mois comme le feraient les autres. Il y en a même qui prennent 1 année. Mais lui n'a pas pris plus de 2 mois. Il a prononcé son jugement contre toute attente. Et quand on va regarder, il a dit les droits. On ne le dit pas parce qu'il a donné raison, il a acquitté notre client, mais il l'a fait indépendamment de toute pression. Et il n'a pas permis que les gens aillent le voir. Je ne sais pas si peut-être de l'autre côté on l'avait vu ou on l'a cherché, mais du moins il a rendu sa décision. Vous savez, quand les magistrats, disons celui du siège, prend un dossier en délibéré et qu'il prend beaucoup de temps, il permet aussi à ce que les avocats aillent les visiter. Ils peuvent les visiter dans tous les sens. Monsieur le Président, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais c'est un mauvais système. C'est une mauvaise formule. Quand vous voulez réclamer chez les magistrats qui a les dossiers en souffrance, il faut lui écrire officiellement. Et là, c'est légal et régulier aussi. Avec les magistrats du parquet, dire que les avocats sont complices de ce côté-là, je ne sais pas du tout. Imaginez-vous que les magistrats du parquet, après avoir mappé ou mis en détention, qu'il vous réclame une caution parce qu'il avait déjà estimé que les faits sont établis, que vous les vouliez ou pas. On peut tout écrire. Vous pouvez écrire. Vous savez, une fois on a écrit, j'ai trouvé un monsieur à la prison qui avait fait 2 ans sans dossier judiciaire. Mais ces dossiers-là, et le monsieur-là était placé en prison par le parquet général de Kinshasa-Matete. Il aurait fallu que je me débrouille dans ma manière pour constater que réellement il n'y a aucun dossier contre lui en prison, même pas au parquet. Et on a écrit au procureur général qui a levé la détention. Et imaginez-vous les sorts de cette personne-là, 2 ans en prison. Mais quand on a déjà arrêté comme ça et qu'il y a un dossier en instruction, rassurez-vous que vous allez payer la caution pour la liberté provisoire, du moins que la personne soit dehors. Ça, c'est les propres des avocats. Du moins qu'il soit dehors. Les restes, on verra après. Mais la caution là n'est pas déterminée aussi. La caution n'est pas déterminée. Et pour prouver qu'il n'y a pas complicité, aujourd'hui, certains magistrats du parquet qui perçoivent des sommes colossales
et qui ne parviennent pas à les mettre dans la note de perception qui doit être payée à la banque, après ils sont interpellés par l'inspectorat général des services judiciaires. Pourquoi? Là, on demande au client, c'est dans votre droit d'aller demander à ces magistrats-là, il vous a réclamé autant. Mais pourquoi dans la note de perception ou bien dans la preuve de paiement à la banque pour la caution, on retrouve autant? Imaginez-vous qu'il vous ait demandé 2000 $. Et la preuve de paiement à la banque, c'est 80 000 francs. Ah, mais il doit rembourser. Parce que cet argent-là pouvait permettre à payer l'avocat. Et donc, s'il y a les avocats qui sont complices des magistrats, c'est leur problème. Donc, ce sont les mauvais. Mais à leur côté, il y a aussi des bons. La responsabilité des acteurs des droits face à l'ignorance de la loi. On a déjà répondu, nul n'est censé ignorer la loi. Quand bien même, il y en a aussi qui sont même juristes mais qui ne connaissent pas toute la loi. C'est difficile de dire dans notre pays que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe qu'il faudrait revoir. Si jamais on me permettra de devenir député, ce serait peut-être ma première proposition de projet de loi. Imaginez-vous, pour ne pas parler de Kasongolunda, ici seulement à Kinshasa, entrer à Mikondo, ou bien aller au quartier 13, dépasser, aller traîner là-bas, c'est comment? Vous pensez vraiment que les gens connaissent même un article de la Constitution? Non. Mais il y a les activistes des droits de l'homme. Les acteurs des droits, je ne sais pas qui sont les acteurs des droits, les magistrats, les avocats, les activistes des droits de l'homme ou comment. Mais du moins, les activistes des droits de l'homme ont cette charge-là et cette mission-là de vulgariser les lois de la République et quelques notions des droits, donc les notions élémentaires. Donc, mais malgré cela, parce que chez nous, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, même devant les parquets, le magistrat vous dira, nul n'est censé ignorer la loi. Mais il faut vérifier si réellement cette loi-là est vulgarisée. La CA9 avec les secrets professionnels de l'avocat. Très chers confrères, c'est une question épineuse pour les avocats tous. C'est comme la publicité qui est interdite pour l'avocat. Mais aujourd'hui, les avocats font la publicité de leur profession. Et or, ce n'est pas légal. Mais pour la dénonciation des financements des blanchiments de capitaux et de terrorisme, là, c'est légal que cette pratique doit être dénoncée quand vous avez un client pareil. Si on ne dénonce pas, on est poursuivi soi-même pour la complicité avec son client. Mais il se pose une question de morale, ce qui est tout à fait normal. Quand on fait cette dénonciation, on le fait aussi de manière secrète. La CNRF protège toute personne qui vient dénoncer, à moins que vous-même vous puissiez peut-être divulguer l'information, dire bon voilà, moi j'ai dénoncé, mais à moins, je ne sais pas de quelle manière vous aurez réfléchi pour le faire aussi. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui viennent avec beaucoup de capitaux. Mais vous n'accepterez pas que votre pays soit dans les viseurs du monde entier pour dire voilà là où résident les terroristes des capitaux. Voilà, dans ce pays-là, si vous allez, il faut faire attention. C'est un pays dans lequel il ne faut pas aller investir. Donc, c'est que vous ne savez pas aider votre pays. Mais si vous voulez réellement aider votre pays et que vous voyez un Libanais, vous voyez un Pakistanais qui atterrit chez vous, il vous dit je cherche un avocat, et vous constatez que les mouvements financiers de votre client-là inquiètent. Jamais il passe par le circuit bancaire. Dernièrement, on a trouvé une société dans la ville de Kinshasa qui a plusieurs points de vente, qui a un personnel considérable, mais n'a aucun compte fourni dans toutes les banques de la place. Vous allez dans telle banque, il a un compte, mais il y a $10. Vous allez dans une autre banque, il a un compte, mais là-bas il y a $20. Mais vous regardez ce que représente cette banque et cette société, vous vous dites, mais ce n'est pas sérieux. De telles sociétés, il faut les dénoncer.
absolument. Il faut les dénoncer. Parce qu'un jour, ça va se retourner contre vous-même. Quand ce qu'il y a là va aussi vous échapper et qu'il ne vous paye pas, vous irez le chercher pour saisir ce compte. Partout où vous passez, il n'y en a rien. Il n'y a pas. On a déjà constaté un client comme ça. Poursuivi aussi, là, c'est un monsieur qui vit à sa manière au Congo. Un Congolais. Avec une société qui n'a aucun compte bancaire ici en République démocratique du Congo. Mais ça fonctionne comment? On va le suivre, le poursuivre pour saisir ses comptes. On saisit toutes les comptes, toutes les banques, il n'y a rien. Et l'avocat qui les poursuivait dit, mais ça c'est quel genre de société? Mais de telles personnes, il faut les dénoncer. Parce que les jours que ça va vous retourner, vous allez parcourir partout ici à Kinshasa, dans toutes les banques, on vous dit non, cette société-là, on ne la connaît pas chez nous. Mais quand vous allez dénoncer, le secret sera entre vous et la personne auprès de qui vous avez dénoncé. S'il y a une prime qui n'est pas d'ailleurs organisée, mais dans la pratique, il y a quand même une prime qui est donnée, ça reste un secret. Et les jours qu'on va inviter votre client, si vous estimez que ce que vous avez fait rentre dans votre mission, vous pouvez l'accompagner. Mais si vous estimez aussi que vous ne pouvez plus l'assister ou bien l'accompagner, bon, vous le laissez, mais à ce moment-là qu'il comprendra entre nous que c'est cet avocat qui va dénoncer, voilà la responsabilité de l'avocat. Merci. Merci beaucoup, honoré confrère, cher maître. Alors, plan la phase scientifique de cette activité. Est-ce que pour vous-même, vous pouvez applaudir, et pour vous, et pour les intervenants? Très rapidement, nous invitons encore le doyen de la faculté, le professeur Nzundu, pour son mot de la fin. Et après, on va exécuter l'hymne national avant la prière, après la prière, et nous allons nous séparer en bonté. Merci. Un thème comme celui-ci, en réalité, demande plus d'une journée. Ça doit être étalé sur 2-3 jours. Une journée n'est pas suffisante. Nous allons, à des occasions futures, prendre des dispositions pour donner le plus de temps possible et aux orateurs et aux participants de pouvoir échanger en profondeur sur cette question. Mais pour l'instant, nous nous contentons de ce qui a été fait et nous remercions très sincèrement les intervenants qui ont pris le temps d'être avec nous et qui ont été patients. Sincèrement, la qualité de leurs interventions a été à la hauteur de ce que nous attendions. Une fois de plus, au nom de ces étudiants et des autorités académiques, nous vous disons sincèrement merci. Et sur cette note, nous déclarons clôturer cette journée d'échange.